Tout au nord-est des États-Unis, à 30 km du Canada à peine, il y a une ville extrêmement calme. Son nom, c'est Bellingham. Là-bas, tout est tranquille. La ville de moins de 100 000 habitants est entourée par les lacs, les montagnes et même l'océan. Il y a de quoi faire pour profiter. Et là-bas, les gens n'hésitent pas à occuper des maisons isolées en pleine forêt. Dans les scénarios des films d'horreur, c'est l'endroit idéal pour dérouler une histoire. C'est oppressant, il n'y a personne à proximité pour aider, et l'horreur absolue peut s'y dérouler. Eh bien, figurez-vous que ces événements ne se produisent pas uniquement dans les films. Des choses horribles ont eu lieu dans une maison de la petite ville paisible. Les policiers essayent de comprendre, et quand ils lèvent le voile sur tout ce mystère, ils découvrent que tout a commencé à plus de 1800 km de là, dans une ville immense, celle que l'on surnomme la Cité des Anges, Los Angeles. Et justement, pour comprendre, il faut parler un peu de Los Angeles, mais ce n'est pas moi qui vais le faire. Dans les années 1970, Los Angeles vit au rythme du disco, les boîtes de nuit poussent comme des champignons dans les rues de la ville, et tous les habitants de la Cité des Anges sortent pour faire la fête. C'est 1977 qui est vraiment le tournant pour ce coin des États-Unis. La fièvre du samedi soir, film emblématique avec John Travolta, vient de sortir, et la fête, tout le monde veut la faire, façon dance floor endiablé et tenue provocante. C'est comme ça que Los Angeles a vu une grande partie de sa population adopter un style presque encore inconnu jusque-là. Les nuits californiennes sont désormais une référence dans tout le pays. Mais il n'y a pas que la fête à Los Angeles, il y a aussi Hollywood et toutes les stars de cinéma qui possèdent leur manoir dans les collines du quartier le plus riche de la cité. Seulement, qui dit fête, boîte de nuit ou encore show business, dit aussi drogue, des bagarres et une criminalité qui est bien présente derrière cette façade de strass et de paillettes. Et même si les habitants les plus riches de Los Angeles ne la voient pas, la pauvreté est bien présente. En général, la pauvreté amène deux autres éléments, formant toujours un triptyque indissociable, les stupéfiants et la prostitution. Certains vendent des substances illicites pour s'en sortir, d'autres leur corps, dans un cercle vicieux qui ne prend presque jamais fin. On prend de la drogue pour tenir le coup lorsque l'on travaille de longues heures dans la rue. Malheureusement, l'addiction empêche de se détacher de ces substances et le cycle se répète sans fin. Et à Los Angeles, dans les années 70, il ne fait pas bon être une prostituée. Certes, il est illégal de vendre son corps en contrepartie d'une rémunération, mais il est également interdit de solliciter ce genre de service. Autrement dit, clients comme prostituées se trouvent hors la loi, sauf que, dans les faits, les personnes interpellées sont à 90% des prostituées. Les clients, eux, sont rarement envoyés en garde à vue et encore moins condamnés. Heureusement, cela ne passe pas inaperçu et des personnes soucieuses du sort de ces pauvres femmes décident de les défendre du mieux possible, en agissant directement devant les tribunaux et en prenant le temps de s'opposer à des procureurs trop friands d'affaires gagnées d'avance afin d'améliorer leur taux de condamnation. Pour ceux qui l'ignorent, aux États-Unis, un procureur est souvent évalué sur son taux de condamnation. Et plus ce taux est élevé, et plus le procureur s'ouvre des portes pour potentiellement devenir plus tard gouverneur d'un État. Quoi qu'il en soit, les prostituées ont besoin d'aide contre ce système qui les conduit régulièrement en prison et Yolanda Washington fait partie de ces personnes. C'est une jeune femme afro-américaine de 19 ans qui n'arrive pas à joindre les deux bouts. Elle ne parvient pas à trouver un emploi stable qui pourrait lui permettre de subvenir à ses besoins ainsi qu'à ceux de sa petite fille. Alors elle s'est tournée vers le monde de la prostitution pour tenter d'obtenir les quelques dollars nécessaires. Mais comme beaucoup d'autres prostituées, Yolanda a été arrêtée par la police de Los Angeles et elle est en prison pour le moment en attendant son audience, mais elle a bon espoir de sortir puisqu'on a décidé de ne pas la laisser tomber et elle sera défendue pour le délit qu'elle a commis. Finalement, elle ne fera pas de prison plus longtemps. Malheureusement, le destin qui l'attendait à l'extérieur n'avait rien de bon. Le 17 octobre 1977, le corps de Yolanda Washington est découvert dans les collines de Hollywood. Son cadavre a été jeté au milieu de l'herbe, le long d'un chemin de terre qui parcourt la zone. Il n'y a même pas eu de tentative pour cacher le meurtre. Les inspecteurs de police ignorent si le tueur a commis le crime ici ou s'il a déplacé le corps. La jeune femme de 19 ans est recouverte d'ecchymoses, mais les plus remarquables sont celles au niveau de son cou ainsi que de ses poignets, conduisant les enquêteurs à supposer qu'elle a été ligotée. C'est également cet élément qui laisse perplexe quant au lieu où le meurtre s'est produit. Mais une affaire concernant une jeune prostituée de 19 ans tuée et dont le corps est abandonné dans un endroit peu fréquenté, c'est triste à dire, mais en plus d'avoir un niveau de priorité très faible pour la police,
Ce n'est pas un événement hors du commun. Les filles qui offrent ce genre de prestations sont en première ligne face à des détraqués en tout genre. La police reçoit des signalements par milliers suite à des agressions, actes de barbarie, des viols et bien sûr des meurtres. Il n'est même pas rare non plus d'apprendre qu'une prostituée a été séquestrée des jours durant dans un placard par un fou. Alors, la découverte du corps de Yolanda Washington est triste, mais sans preuve évidente. La police se contente de supposer que l'un de ses macros a fini par la frapper trop fort et sa vie s'est arrêtée ainsi. Le destin des prostituées n'est pas pris au sérieux à cette époque, et ce, dans tous les États-Unis. C'est dommage parce que le lundi 31 octobre 1977, un peu plus de 2 semaines après la découverte du corps de Yolanda Washington, c'est une autre trouvaille qui va faire froid dans le dos de la police de Los Angeles. Cette fois-ci, l'horreur se trouve dans le secteur de la Crescenta, derrière Hollywood Hills. Le corps nu d'une jeune fille, sûrement une adolescente, est découvert juste devant le jardin d'une maison de la rue. C'est un coin assez calme, la rue où le cadavre gît est en fait une impasse au bout de laquelle il est uniquement possible de faire demi-tour. Manifestement, le corps a été déposé ici, impossible que le meurtre se soit produit à cet endroit, il y aurait forcément eu des témoins, les cris ou la lutte qui aurait précédé le meurtre ne seraient pas passés inaperçus dans cette zone résidentielle. Le corps a donc été placé là, mais pourquoi ici ? Pourquoi devant cette propriété ? Difficile de répondre, cependant, évidemment, les propriétaires de la maison sont questionnés à propos de ce corps, mais visiblement, ils ne sont pas liés à ce cadavre et ne sont pas impliqués non plus. Est-ce le hasard ? Peut-être. Ou alors, le tueur connaissait cette impasse et savait qu'il serait tranquille pour déposer le corps de cette adolescente. D'ailleurs, la victime, en plus d'être totalement nue, a été positionnée de façon à sexualiser la scène. À l'évidence, c'était volontaire, le tueur a pris du temps pour bouger le cadavre jusqu'à ce qu'il soit dans la position souhaitée. Le crime n'a donc pas eu lieu ici et impossible de savoir où il aurait pu être commis. En revanche, une chose est certaine, c'est la cause de la mort qui est due à une asphyxie suite à un étranglement. Les marques autour de la gorge ne mentent pas. Il semble aussi que la jeune fille ait été ligotée avant de mourir. Une nouvelle fois, ce sont des traces au niveau des poignets et des chevilles qui appuient cette hypothèse. Toutes ces théories sont d'ailleurs confirmées dans la foulée par l'autopsie du médecin légiste. Les crimes à Los Angeles, ce n'est pas ce qui manque, mais les crimes d'une telle nature, c'est quasiment la première fois pour les agents de la section criminelle. L'étranglement, la position du corps, les liens, le lieu où le cadavre a été déposé, tout ça ressemble à une mise en scène minutieusement calculée et improvisée en même temps. Les enquêteurs sont un petit peu perdus lorsqu'ils font face à ce crime quasiment inédit pour beaucoup d'entre eux. L'investigation démarre réellement quand le nom de la victime se fait enfin connaître. Il s'agit de Judy Miller, une adolescente de 15 ans. Alors, comment à 15 ans est-il possible de finir assassiné au milieu d'une impasse ? Les policiers commencent à comprendre, durant leur enquête, quand ils apprennent que la jeune fille avait pour habitude de se rendre à Hollywood pour se prostituer de temps à autre. Évidemment, ce meurtre, le profil de la victime et la méthode qui semble avoir été appliquée par le tueur fait forcément écho chez vous avec l'affaire de Yolanda Washington, et la première pensée qui vous vient à l'esprit, c'est la présence d'un tueur en série dans le coin d'Hollywood. Oui, mais justement, nous sommes dans les années 70, le concept de tueur en série vient à peine d'être envisagé dans les bureaux du FBI, et la plupart des policiers ne raisonnent pas de cette façon, et les meurtres de Yolanda Washington et de Judy Miller, malgré leur similarité, ne sont pas connectés. Par contre, les enquêteurs ont quand même du flair parce que, d'après eux, en voyant le corps de l'adolescente, il y aura sûrement d'autres cadavres qui apparaîtront, et ils ont raison. Le dimanche 6 novembre, l'histoire se répète. Toujours dans le même secteur, sur Chevy Chase Drive, à côté d'un country club, le corps d'une femme nue est découvert. Comme pour les 2 précédents meurtres, des traces aux poignets et aux chevilles montrent que la victime a été attachée. La cause de la mort est un étranglement et comme pour les 2 affaires avant celle-ci, le mobile de ce meurtre est une violente agression sexuelle. La brutalité de l'attaque choque le médecin légiste qui annonce n'avoir quasiment jamais vu de crime de nature sexuelle aussi dur. Le crime est quasiment identique à celui de Yolanda Washington et Judy Miller, à un détail près, le profil de la victime. Cette fois, il ne s'agit pas d'une prostituée, la jeune femme s'appelle Elissa Castin, elle a 21 ans et travaille comme serveuse dans un restaurant. Si elle se trouve à Los Angeles, c'est pour un but bien précis, partagé par de nombreux autres concurrents, celui de faire carrière à Hollywood et plus précisément dans le monde de la danse. Les enquêteurs interrogent naturellement les collègues de la victime puisque le soir de son meurtre, elle était présente au restaurant. D'après ses collègues, elle aurait été aperçue en compagnie de 2 clients dont l'attitude paraissait étrange. Impossible cependant de remonter jusqu'à ces 2 hommes mystérieux, mais une chose demeure dans l'esprit des enquêteurs,
Ces deux individus sont soit témoins, soit impliqués. Simplement, comme leur identité reste un mystère, l'affaire d'Elissa Castin s'enlise rapidement et à aucun moment un lien n'est fait entre les cas de Yolanda Washington, Judy Miller et Elissa Castin. Pourtant, tout est bien lié et la police de Los Angeles est loin de se douter que ces 3 meurtres atroces sont les prémices de l'une des pires affaires criminelles que les États-Unis vont connaître dans leur histoire. Merci à Fura de Thaïlande. Ah non, pardon, à Rafu. C'est un vieux réflexe. Merci à Rafu pour cette présentation. Si vous ne le connaissez pas, le lien de sa chaîne est en description. En 1977, Cheryl Kellison est une adolescente de 17 ans. Comme beaucoup de jeunes de son âge, elle sort avec des amis et traîne dans les rues de Los Angeles. Un soir, avec des copines, elle croise la route de jeunes garçons qui sont en voiture. Les 4 jeunes hommes s'approchent des filles et leur demandent si elles veulent les accompagner pour boire un verre. Un peu naïves, elles acceptent et passent la soirée avec les garçons. C'est comme ça que Cheryl rencontre Kenneth Bianchi, âgé de 24 ans. Au fur et à mesure des semaines, puis des mois, l'histoire entre les deux devient sérieuse. Et Cheryl décide de présenter Kenneth à ses parents. Mais comme elle n'a que 17 ans, elle ment en disant que Kenneth en a 22, en espérant que cela fasse mieux passer la pilule. Au bout du compte, les parents de l'adolescente acceptent cette relation, bien qu'ils soient un peu réticents au départ. Mais force est de constater que Kenneth est un gentil garçon. Il n'hésite pas à apporter son soutien lorsque le père de Cheryl se retrouve hospitalisé suite à une grave maladie. C'est même plus que du soutien. Kenneth aide à faire manger le père de Cheryl, à le laver, le raser. Il se rend quasiment indispensable et tout le monde l'adore. Ce comportement est peut-être en lien avec son enfance, parce que Kenneth Bianchi est un enfant adopté qui n'a pas eu la jeunesse la plus réjouissante. Il est né en 1951 à Rochester, dans l'État de New York, mais rapidement, il est abandonné par sa mère biologique qui est une alcoolique chronique et une prostituée qui ne désire pas s'occuper de son garçon. C'est ainsi qu'il atterrit dans une nouvelle famille. Cependant, son père adoptif est vraiment une très bonne personne, très attentionné et doux avec son fils. En revanche, la mère de Kenneth, c'est une autre paire de manches. Elle est très dure avec lui. Elle le traite mal et lui fait comprendre que c'est elle qui décide. Il y a un véritable rapport de force qui s'installe. Ce passé a sûrement poussé le jeune homme à faire attention aux personnes qui l'entourent. En tout cas, c'est comme ça que tous ceux qui fréquentent Kenneth le décrivent. Et Cheryl, sa petite amie, est heureuse avec lui malgré l'écart d'âge. Le bonheur, c'est une notion que les policiers de Los Angeles ne côtoient pas souvent. Il y a plusieurs meurtres toujours non élucidés, mais 3 qui sont plus inquiétants que les autres par leur similarité. Ils ont été commis à plusieurs semaines d'écart, et aucun lien n'a été fait parce que chacun de ces meurtres a été la responsabilité de juridictions policières différentes, dont la communication interservice est quasiment inexistante. Mais dans le cas des autopsies, la procédure est autre. Le médecin légiste du comté est en charge de l'examen des cadavres de plusieurs juridictions. C'est de cette façon qu'au cours des analyses des corps d'Elissa Castin et Judy Miller, le bureau de médecine légale remarque le mode opératoire similaire entre ces 2 meurtres. Curieux, parce que peu commun dans la région, le médecin légiste compare les 2 analyses. Et en y regardant de plus près, elles ne sont plus similaires à ce stade, mais totalement identiques. Il y a des traces de liens au niveau des poignets et des chevilles. Les victimes sont mortes suite à une strangulation. Elles ont été agressées sexuellement et déposées nues dans un secteur relativement proche. Le médecin légiste ressort donc tous les dossiers de victimes qui pourraient ressembler. Et il y en a un 3e qui correspond, celui de Yolanda Washington. Les enquêteurs de chacune des juridictions en charge de ces meurtres sont prévenus, et il est évident à présent que les 3 affaires sont liées entre elles. Yolanda Washington est la première victime, suivie de Judy Miller, puis d'Elissa Castin. Il y a un tueur en série qui sévit dans les rues d'Hollywood à Los Angeles. Dit comme ça, c'est censé être une situation absolument dramatique et inquiétante pour les autorités. Sauf qu'à Los Angeles, dans les bureaux du chef de la police, on ne voit pas les choses sous cet angle. En réalité, pour les hauts gradés, il n'y a pas de raison de s'alarmer. Les victimes sont des prostituées. Celles-ci s'exposent à ce genre de danger. Alors, rien ne garantit que le tueur soit une seule et même personne. Une décision surprenante, quand tous les enquêteurs et experts médico-légaux s'alignent pour conclure exactement l'opposé. C'est une prise de position incohérente et qui va coûter très cher à la ville de Los Angeles.
Le dimanche 20 novembre 1977, c'est un nouveau crime qui est signalé à la police californienne. Le cadavre d'une jeune femme vient d'être aperçu en partie dissimulé dans un buisson, au beau milieu d'une zone résidentielle. Et une nouvelle fois, le corps est dénudé. Presque sans surprise, la victime porte des marques au niveau de la gorge, des poignets et des chevilles. Elle a été attachée puis étranglée. C'est en tout cas ce qu'indiquent ces traces sur sa peau. La victime s'appelle Christina Weckler, une étudiante de 20 ans à l'école de design de Pasadena. Grâce à cette identification, les enquêteurs discutent avec des camarades de classe de Christina et obtiennent son adresse, ce qui permet d'aller fouiller son domicile pour obtenir d'éventuelles pistes. Les enquêteurs ne font pas les choses à moitié. Ils passent au crible le petit logement pour déceler le moindre indice. Ils trouvent son journal intime et prennent le temps de le lire. Peut-être que le coupable y est mentionné. Manque de chance, cette fois ce n'est pas le cas. Par contre, les policiers de Pasadena apprennent une information qui les déstabilise. Ce meurtre inédit dans leur juridiction ne l'est en réalité pas au niveau de Los Angeles. Le même tueur est au moins impliqué dans 3 autres affaires, et l'enquête est très sérieuse. Mais manifestement pas suffisamment pour les hautes sphères de la police de Los Angeles qui décident de fermer les yeux. Sauf que la semaine de Thanksgiving, à la toute fin du mois de novembre 1977, va forcer les autorités à agir. Dans les collines du nord de la ville, ce sont 4 cadavres de jeunes filles qui sont découverts durant la même semaine. Toutes ont été ligotées, toutes ont été étranglées et toutes ont été jetées à la vue de tous dans des positions très suggestives. Il est évident qu'un tueur en série est à l'œuvre, il est particulièrement dangereux et il ne s'attaque pas qu'à des prostituées. Parmi ces corps, il y a Jane King, qui était une jeune actrice de 28 ans qui attendait son bus au moment de sa disparition. Dolly Cepeda et Sonia Johnson étaient 2 jeunes adolescentes de 12 et 14 ans, très amies, qui venaient de monter dans leur bus pour rentrer chez elles ce dimanche après-midi. Mais sur le trajet entre l'arrêt de bus et leur maison, elles ont disparu également. Le dernier endroit où elles ont été aperçues est le Eagle Rock Plaza, un lieu normalement tout à fait sûr, mais visiblement pas ce jour. Les médias s'intéressent à ce meurtre et montent l'affaire en épingle. Ce sont les meurtres de ces 2 jeunes adolescentes qui créent un véritable séisme médiatique. La communauté est désormais informée qu'un monstre rôde dans les parages, et cela déplaît fortement. La police voit la pression augmenter sur ses épaules. En se renseignant, les journalistes comprennent que les meurtres se concentrent tous dans les collines de Los Angeles et que le mode opératoire est tout le temps le même. Par conséquent, pour vendre le plus de journaux possible, l'assassin est surnommé The Hillside Strangler, l'étrangleur des collines. La machine médiatique est lancée, la panique se répand et les autorités n'ont plus le choix. Il faut trouver le tueur en série. Sous la pression médiatique et populaire, une unité spéciale d'investigation sur le tueur des collines est créée. Le but est de réunir les forces pour mettre fin à ce règne de terreur. L'unité spéciale doit regrouper les inspecteurs des différentes juridictions dans lesquelles des meurtres ont été commis en vue de mettre en commun les informations récoltées et travailler main dans la main. Seulement, dans ce cas, l'unité spéciale est un fiasco total. Les inspecteurs ne travaillent pas ensemble. Les policiers de chaque juridiction entrent en concurrence dans une course à celui qui arrêtera en premier ce tueur. L'intérêt médiatique assurera une gloire évidente à ceux qui intercepteront le meurtrier. Mais cette rivalité est au détriment de la sécurité publique. Et finalement, personne n'arrive à rien. C'est un échec complet. La population est très inquiète, y compris Kenneth Bianchi et sa petite amie Cheryl Kellison. Les meurtres se produisent dans leur quartier. Kenneth s'est même rendu à un entretien dans le coin pour tenter de décrocher un emploi, et la semaine qui a suivi, un corps avait été découvert dans le même secteur. Cheryl, comme n'importe quelle autre femme de Los Angeles, ne sort plus sans être accompagnée par son petit ami. Kenneth lui permet de se sentir en sécurité, l'étrangleur ne s'attaquant qu'à des femmes seules. Et vu les difficultés que rencontre la police, avoir un homme à ses côtés semble être le seul moyen pour une femme d'être tranquille dans les rues du nord de Los Angeles. Le 29 novembre 1977, toujours aucune évolution dans l'enquête concernant l'étrangleur des collines. À ceci près que les cadavres continuent de s'accumuler. Et ce jour, c'est le corps d'une jeune femme de 18 ans qui est retrouvé dans les collines du mont Washington, toujours dans le même secteur.
Lorraine Wagner était une jeune étudiante en école de commerce. Comme les victimes précédentes, elle a été ligotée, puis étranglée par le tueur. D'après les informations de la police, elle se trouvait sur le chemin pour rentrer chez elle, mais n'est jamais arrivée. Elle a rapidement été signalée disparue, mais son corps a presque aussitôt été découvert ce matin du 29 novembre. Alors, la police ne progresse quasiment pas parce qu'elle éprouve les plus grandes difficultés à déceler des indices. Et c'est en partie lié à un facteur. Tous les corps sont déplacés pour être déposés à l'extérieur, ce qui ne permet pas de conserver les preuves qui pourraient exister. Bien sûr, la police récolte ce qu'elle peut sur les lieux, mais n'étant pas l'endroit où le meurtre a été commis, il n'y a quasiment rien à chaque fois. Dans le cas du meurtre de Lorraine Wagner, c'est pareil, sauf qu'il y a quelques petites différences. Déjà, chez le médecin légiste, il y a évidemment les marques habituelles faites sur le corps de la victime qui sont relevées. Mais surtout, sur les 2 mains de la jeune femme, il y a des sortes de brûlures qui forment 2 traits parallèles sur les paumes de ces 2 mains. À première vue, la seule chose qui pourrait causer une brûlure de la sorte, ce seraient des fils électriques. Cela a son importance, parce que cela signifie que le tueur ne se contente pas de capturer les femmes pour les agresser sexuellement puis les tuer, il semble les torturer également. Cela veut donc aussi dire qu'il doit les retenir en captivité dans un endroit avant de se débarrasser des corps. C'est un point intéressant. L'autre différence avec les meurtres précédents, c'est que du ruban adhésif a été utilisé pour attacher les mains de Lorraine. Il y a un résidu de colle de ce ruban adhésif et sur cette colle se trouvent des fibres. Voici le tout premier indice. C'est un indice parce que ces fibres ne correspondent pas à l'environnement où le corps a été déposé. Ces fibres sont synthétiques. A priori, elles proviennent d'un objet tel qu'un tapis, d'une moquette ou d'habits. Le médecin légiste, quant à lui, apporte également sa pierre à l'édifice, parce que les marques autour des poignets de la jeune femme ne semblent pas correspondre à ce qu'il a pu observer chez les autres victimes. Dans ce cas, Lorraine a été attachée avec une paire de menottes. Pourquoi est-ce si important ? Après tout, n'importe qui peut se procurer une paire de menottes. C'est vrai, mais pour qu'une jeune femme décide de vous suivre sans se débattre, c'est qu'elle respecte votre autorité. La paire de menottes est à mettre en corrélation avec un autre constat du médecin légiste. Il n'y a aucune blessure défensive sur le corps de la victime. Et c'est également le cas de beaucoup de cadavres précédents. Autrement dit, le tueur est soit un membre de la police, soit il se fait passer pour un policier, ou une personne ayant le pouvoir d'arrêter des citoyens. Sinon, les jeunes femmes se seraient battues, et n'auraient pas autorisé qu'on les menotte aussi facilement. Ce qui aurait donc causé ces fameuses blessures défensives qui sont absentes. Un autre point est que, dans la plupart des cas de disparition en lien avec cette affaire, les jeunes femmes ont souvent disparu très vite. Par conséquent, le tueur devait réussir à convaincre les victimes de le suivre le plus rapidement possible. C'est ce qui fait penser que le profil d'un policier, ou d'un faux policier, soit utilisé dans cette affaire. Même si l'absence de suspect se fait cruellement ressentir dans les rangs de la police, cette découverte est une véritable avancée. Il y a un cap à suivre, enfin. Mais la tension va grimper au sein de la police de Los Angeles, parce que l'unité spéciale se concentre sur ses propres agents. Si le tueur est un policier, cela expliquerait pourquoi il est quasiment impossible de déceler le moindre indice. Il connaît les méthodes d'investigation, il sait quelles pistes sont suivies et s'il est en danger ou non. Les hauts responsables des autorités de la ville de Los Angeles vont alors prendre une nouvelle décision catastrophique en révélant l'information lors d'une conférence de presse. Désormais, tous les citoyens de la ville, et surtout les femmes seules, se méfient des agents qui tentent de les interpeller. D'ailleurs, beaucoup d'entre elles commettent des refus d'obtempérer lorsqu'elles se trouvent seules, par crainte d'être torturées puis assassinées. La réponse à cette panique des femmes, par les hauts gradés de la police de Los Angeles, est de confirmer qu'elles font bien de se méfier des agents, surtout la nuit tombée. Si elles ont un doute sur l'identité de l'homme qui les contrôle, il vaut mieux ne pas s'arrêter. La police elle-même met en garde contre ses propres agents et encourage à ne pas respecter les injonctions de s'arrêter en cas de doute. C'est une première dans l'histoire des États-Unis.
Mais cela démontre également le niveau d'angoisse qui règne parmi les habitants. Pendant ce temps, alors que c'est le chaos total dans les rues de la Cité des Anges, les enquêteurs, eux, n'arrivent à rien. Ils émettent alors des hypothèses, et jusque-là, il était envisagé que le tueur soit seul. Mais après réflexion, puisque les cadavres sont bougés d'un point A à un point B, il y a de grandes probabilités pour qu'il s'agisse au moins d'un duo. Les corps ne sont pas tirés au sol, ils sont posés. Par exemple, dans le cas de l'adolescente Judy Miller, ses chaussures n'avaient aucune trace liée à un tractage. Si le tueur avait été seul, de telles traces auraient été découvertes. Comme dans toutes les affaires où il n'y a qu'un seul tueur et que celui-ci a traîné le corps. Là, il n'y a rien. Et c'est ce détail qui a mis la puce à l'oreille des inspecteurs. Il n'exclut pas que le meurtrier ait agi seul. Il aurait pu utiliser un drap ou faire rouler le cadavre, mais dans les deux cas, ces méthodes prennent plus de temps et quand on dépose un corps, on essaie d'être rapide et discret. Suite à l'annonce des autorités expliquant que le tueur pouvait être un policier, les massacres semblent s'être stoppés. La police de Los Angeles pense donc avoir fait peur à l'assassin, et cela est rapporté dans les journaux. Non seulement cette accalmie n'est pas due à une crainte du meurtrier, mais en plus, la une des journaux entraîne l'enlèvement d'une jeune femme nommée Kimberly Martin. Le mardi 13 décembre 1977, Kimberly, qui travaille pour un service d'escorte, est envoyée pour une rencontre avec un client. Malheureusement, elle ne revient pas de ce rendez-vous. Sa disparition est signalée dans la foulée. Comme l'adresse exacte est connue, il est demandé à la police d'envoyer une patrouille. Mais les autorités de Los Angeles ne le feront pas. Comprenant que Kimberly est une prostituée, son comportement peut être imprévisible, et elle n'est sûrement pas en danger. Finalement, après insistance d'une employée de l'institution aidant les prostituées, des agents sont finalement envoyés, le lendemain. La voiture de Kimberly est retrouvée, garée en face de l'immeuble dans lequel son client l'attendait, au 1950 Tamarind Avenue. C'est à l'appartement 114 qu'elle devait se rendre, appartement qui n'a été loué qu'à partir du mois d'août 1977. Mais il est trop tard. Le corps de Kimberly Martin a été découvert au nord d'Alvarado, dénudé et dans une position suggestive. La jeune femme a été piégée et a été une victime supplémentaire de l'étrangleur des collines 3 semaines après la dernière attaque connue. Ce meurtre est clairement un message de la part du tueur en série. Le corps de Kimberly a été découvert seulement 6 heures après le signalement de sa disparition. Le meurtrier ne semble pas avoir pris le temps de torturer sa victime. Il l'a tuée, en respectant son mode opératoire, puis il l'a déposée à un endroit bien particulier. Le cadavre se trouve sur une colline, à un endroit visible depuis le quartier général de la police de Los Angeles. Le meurtrier a répondu à la provocation des policiers, qui avaient annoncé lui avoir fait peur, de la pire des manières, en narguant les autorités et en faisant une victime. Le tueur, avec ce meurtre, annonce qu'il n'arrêtera pas de tuer, que la police n'est pas de taille pour l'arrêter et que c'est lui qui est le maître du jeu. Ce qui est triste à travers ce message, c'est qu'il a raison. La police de Los Angeles n'est pas à la hauteur. Dans ce cas, par exemple, l'espace aérien au-dessus de la zone n'a pas été préservé et les hélicoptères n'ont pas été interdits. Les médias en ont donc envoyé pour couvrir l'affaire. Sauf que ces survols ont détruit le lieu du crime en éparpillant le peu d'indices qui auraient pu s'y trouver. Cependant, il reste un endroit à analyser. Kimberly avait été envoyée à l'adresse suite au coup de téléphone d'un client passé depuis une cabine téléphonique. Cette cabine est retrouvée. Des empreintes digitales sont recherchées et trouvées. Mais nous sommes en 1977 et la base de données informatique de la police n'existe pas. Il n'y a aucun moyen pour comparer l'empreinte découverte. Des témoins sont alors recherchés au 1950 Tamarind Avenue. Il y a des gens qui ont entendu des cris et une femme dans l'appartement voisin du 114 qui affirme avoir entendu une voix féminine dire « S'il vous plaît, ne me tuez pas ». Cela signifie que si la police avait envoyé une patrouille, comme cela leur avait été demandé, non seulement elle aurait sauvé la vie de Kimberly Martin, mais en plus, l'étrangleur des collines aurait été appréhendé et le cauchemar aurait pris fin. Voilà à quel point les autorités de la Cité des Anges ont fauté. Et cette erreur sera fatale.
Cheryl Kellison et son petit ami Kenneth Bianchi sont comme tous les habitants de Los Angeles, suspendus aux lèvres des journalistes qui évoquent en continu l'affaire du tueur en série qui sévit dans les collines. Il faut dire qu'avec le dernier fiasco en date de la police, le nombre de victimes s'élève déjà à 9 en quelques semaines seulement. Kenneth dit à Cheryl qu'il est dévasté par tout ce qu'il se passe autour de cette affaire. Et ensemble, ils ont peur de ce qu'il pourrait se passer si la police n'intervient pas. Et alors que le couple regarde les informations, l'inéluctable se produit. Un nouveau corps est découvert. Les forces de l'ordre sont sous l'eau. Le FBI aide à créer un profil. Manifestement, le tueur auquel les enquêteurs ont affaire est un sadique sexuel. La pire catégorie de tueurs. Ils sont extrêmement méticuleux et ne passent à l'acte que s'ils sont certains d'avoir tout planifié comme il se doit. Le manqué de la police avec Kimberly Martin était d'ailleurs, d'après le FBI, une opportunité en or de l'arrêter. La provocation involontaire de la police l'a forcé à répondre rapidement, en faisant moins attention. Et il a baissé sa garde à ce moment. Les autorités ont juste fauté. Cet individu prend du plaisir en soumettant ses victimes. D'où les liens, la torture et le temps qu'il semble prendre avant de mettre un terme à la vie de la personne qu'il retient captive. Les agents du FBI précisent également qu'il pourrait être n'importe qui parmi les habitants de Los Angeles. Ce genre de profils réussissent facilement à se mêler à la société, même si ce n'est qu'une façade pour dissimuler le psychopathe qui se cache derrière. Enfin, qu'il y ait un ou plusieurs tueurs, ils devraient être des hommes dans la force de l'âge. Capturer, torturer puis déplacer des cadavres demande une certaine puissance. Avoir un profil, c'est bien, mais des suspects, c'est mieux. Au final, des arrestations sont faites, mais à chaque fois, c'est plus par précaution que par réelle suspicion qu'elles sont réalisées. Par exemple, un homme est interpellé après qu'il soit sorti de chez lui nu en criant qu'il était l'étrangleur des collines. Il n'y a absolument aucune chance pour que cet homme soit le meurtrier. Mais il faut vérifier. Les jours s'écoulent et même plusieurs semaines sans que de nouveaux corps n'apparaissent. Et puis arrive le jeudi 17 février 1978. C'est une voiture, une Datsun B210 rouge qui est signalée au fond d'un ravin dans les collines du nord de Los Angeles. Une remorqueuse est appelée pour sortir le véhicule de là. Et le coffre est ouvert. À l'intérieur, il y a le cadavre d'une jeune femme, Cindy Hudspeth, une étudiante de 20 ans. Mais que s'est-il passé ? Comment a-t-elle pu finir décédée dans le coffre de sa propre voiture et au fond d'un ravin ? La réponse est simple, elle a été tuée par l'étrangleur des collines. Alors, a priori, dit comme ça, cela paraît étrange. Cela ne ressemble pas à son mode opératoire habituel. Et pourtant, c'est bien lui. Hormis la présence du corps dans le coffre de la voiture, tout le reste correspond. Les agents du FBI expliquent que le tueur doit expérimenter de nouvelles choses. C'est l'une des caractéristiques des sadiques sexuels. Ils aiment explorer de nouvelles voies. Cindy était une élève de l'université de Glendale, qui se trouve en plein terrain de chasse du tueur. Dans cette université, il y a près de 4200 femmes qui craignent toutes pour leur vie. La pression monte. Le nombre de victimes atteint la barre symbolique de 10. Et les enquêteurs n'ont toujours aucun suspect. Et c'est une situation qui déplaît de plus en plus à Cheryl, la petite amie de Kenneth. Un jour, après la découverte du corps de Cindy Hudspeth, la dernière victime, elle se trouve chez le jeune homme. Mais il est tard et elle doit rentrer chez elle. Cheryl demande à Kenneth s'il peut la raccompagner jusqu'à sa voiture, qui se trouve quelques mètres plus loin de la porte d'entrée. Le jeune homme est réticent. Il n'a pas envie de sortir de chez lui. Il dit qu'elle ne risque rien et que la voiture est juste à côté. Cheryl insiste. Kenneth, lui, campe sur ses positions. Résignée, Cheryl finit par sortir seule et rentre chez elle. Il ne lui arrive rien. En revanche, ce qu'elle ignore, c'est que c'est la dernière fois qu'elle voit son petit ami. Kenneth et Cheryl sont ensemble depuis quasiment 2 ans. Pourtant, quelques jours après son départ de chez lui, Kenneth lui dit qu'il veut la voir et l'emmener au restaurant. Alors, le couple se donne rendez-vous chez le jeune homme. Cheryl doit se rendre chez Kenneth après le travail, ce qu'elle fait. Une fois sur place, elle toque. Encore et encore. Mais elle n'obtient aucune réponse, ce qu'elle trouve étrange.
L'agitation dans le couloir de l'immeuble fait sortir la gardienne qui dit à Cheryl qu'il est parti. La jeune femme ne comprend pas. Comment ça, il est parti? Où est-il? Eh bien en fait, il s'en est allé définitivement. Cheryl bloque un moment. Pourquoi aurait-il déménagé alors qu'il lui a proposé de manger au restaurant? Cela n'a ni queue ni tête. Pourtant, c'est la vérité. Et la gardienne ouvre la porte du domicile de Kenneth. Il n'y a plus rien. Les lieux sont vides. Cheryl s'effondre. Elle se sent humiliée, trahie et n'aurait jamais imaginé une telle chose. Plus tard, la jeune femme apprend que Kenneth a suivi une autre femme à Bellingham, dans l'état de Washington, tout au nord du pays. Celle-ci était enceinte de son enfant, et Cheryl n'avait jamais entendu parler de cette femme. Mais à l'évidence, Kenneth menait une double vie. Cheryl n'a d'autre choix que de l'accepter et passer à autre chose. La police de Los Angeles aimerait également passer à autre chose. Mais en 1979, les enquêteurs sont toujours sur la piste de l'étrangleur des collines. Il y a 9000 noms sur la liste des suspects. Autant dire que l'investigation est au point mort. Cependant, les forces de l'ordre ont un peu de répit, puisque depuis le mois de février 1978, aucun corps étant l'œuvre du tueur en série n'a été découvert. Mais attention, un tueur en série peut commettre de nombreux meurtres sur une courte période avant de stopper la tuerie durant des années, puis reprendre. Il ne faut pas s'imaginer qu'il a simplement décidé d'arrêter. Ce genre de profil ne s'arrête pas tant qu'ils ne sont pas derrière les barreaux. Attention également, ce n'est pas parce que la police n'a pas retrouvé de corps que ceci n'existe pas du tout. Comme le FBI le disait, il se peut que ce genre de tueurs changent leurs habitudes, leur mode opératoire. Et au lieu de présenter un corps à la vue de tous, peut-être que le tueur en série a décidé de les dissimuler maintenant. Et oui, c'est une possibilité que cet individu ait décidé d'être beaucoup plus discret à présent. Alors, les inspecteurs épluchent tous les crimes dont le mode opératoire inclut un étranglement, et ce à travers tout le pays, dans le cas où le tueur aurait déménagé par exemple. Mais il n'y a rien. Il reste deux options. Le tueur a été emprisonné pour un motif autre que le meurtre, ou alors il est lui-même décédé. C'est peut-être la première option, parce qu'au cours du mois de janvier 1979, la police de Los Angeles reçoit un coup de téléphone de ses homologues de Bellingham. Ils ont besoin d'eux parce qu'ils viennent de placer en garde à vue un suspect âgé de 27 ans pour des meurtres ressemblant à ceux du tueur en série californien. Son nom est Kenneth Bianchi. Cela surprend les policiers de Los Angeles, parce que Bellingham, c'est tout sauf un endroit où des tueurs en série peuvent se trouver. C'est un coin résidentiel, tout proche du Canada, qui ne connaît jamais de faits divers, ou très peu. C'est le 12 janvier 1979 qui a été un jour décisif dans l'histoire de cette petite ville de moins de 100 000 habitants. Chaque matin, le commissariat de Bellingham érige un rapport sur les événements de la veille, pour maintenir ses effectifs informés de ce qu'il s'est produit les heures précédant les changements d'équipe, pour une meilleure efficacité sur le terrain. Avec cette pratique, on est déjà à des années-lumière du LAPD, la police de Los Angeles. Quoi qu'il en soit, dans ce rapport, l'un des enquêteurs de la ville signale une double disparition qu'il trouve particulièrement alarmante. Ce sont deux jeunes étudiantes à l'université, Karen Mandick et Diane Wilder. Karen travaille à temps partiel dans un magasin nommé Fred Meyer, tandis que Diane est la colocataire de celle-ci. Le petit ami de Karen, lui, est un policier dédié à la surveillance du campus universitaire. Il est inquiet pour Karen parce qu'elle aurait dû revenir de quelques heures durant lesquelles elle devait garder la maison de quelqu'un. Elle aurait dû reprendre son poste pour continuer son service de nuit après sa pause, mais elle n'est jamais revenue. Diane a accompagné son amie dans cette maison, mais manifestement, elle n'est pas revenue non plus. Inquiet, le petit ami de Karen a donc déposé un signalement de personnes disparues auprès de la police de Bellingham. D'après le petit ami, chacune des filles devait se faire payer $100 pour garder la propriété durant 2 heures seulement. $100 en 1979, c'est une somme conséquente, d'autant plus pour 2 étudiantes. Le petit ami de Karen sèche sur le nom de la personne chez qui elle devait se rendre. Elle lui a pourtant dit. Mais il se souvient d'un détail important. C'est un homme qui travaille pour l'agence privée de sécurité Whatcom. Et avant ça, il avait été embauché par le magasin Fred Meyer.
Les enquêteurs ont donc naturellement téléphoné au gérant de Whatcom Security, qui, avec ces informations, les a renvoyés vers Kenneth Bianchi. C'est cet homme qui l'a embauché et qui travaillait chez Fred Meyer auparavant. Le patron indique aux inspecteurs qu'il va demander à son employé ce qu'il faisait le soir de la disparition de Diane et Karen. Kenneth Bianchi lui répond qu'il s'est rendu à une réunion organisée par le bureau du shérif, parce qu'il s'était inscrit comme réserviste auprès du comté de Whatcom. Il ajoute qu'il n'a aucune idée de qui est Karen Mandic, il ne lui a jamais parlé. Mais cette dernière affirmation, la police sait qu'elle est fausse, et qu'il est entré en contact avec Karen Mandic. Autrement, son petit ami n'aurait pas pu transmettre les informations qu'il détient. Et surtout, il n'y a qu'une seule personne qui a ce parcours professionnel, et c'est Kenneth Bianchi. S'il ment à ce sujet, peut-être qu'il ment également à propos de cette réunion organisée par le bureau du shérif du comté de Whatcom. Alors, les enquêteurs décident de vérifier ses dires. Il y a bien eu une réunion pour les réservistes. Ce point n'est pas un mensonge. Le mensonge, c'est la participation de Kenneth à la réunion. Il n'y était pas. 2 mensonges, une double disparition et un suspect qui se dessine de plus en plus dans cette affaire. Les doutes vis-à-vis de Kenneth vont même grandir un peu plus lorsque le petit ami de Karen va tenter de trouver des indices dans son appartement. Un petit mot, rédigé à la main à l'aide d'un stylo rouge, est découvert à son domicile. Il y est écrit « Karen, Ken B a appelé », avec un numéro de téléphone qui accompagne ce mot. Ken B étant bien sûr Kenneth Bianchi. Le numéro de téléphone correspond à celui de Whatcom Security, là où travaille le désormais suspect. Le 12 janvier 1979, à 9h45 du matin, les enquêteurs de la ville de Bellingham débarquent chez Whatcom Security et demandent à parler à Kenneth Bianchi. L'homme est présent et accepte la discussion avec les agents. Il lui pose à nouveau la question à propos de Karen Mandic, et la version du suspect change soudainement. Il explique que d'abord ce nom ne lui a rien évoqué, mais plus tard, la mention de son petit ami policier lui a rappelé qui elle était, et qu'il l'avait connue au magasin Fred Meyer. Il lui est donc demandé ensuite quand est-ce qu'il l'avait vue pour la dernière fois. Et Kenneth répond qu'il pense que c'était au cours du mois de novembre 1978, au moment où il a changé d'emploi. Les inspecteurs insistent donc. Est-il certain de ne plus avoir eu de contact avec la jeune femme entre-temps ? Et le suspect est catégorique. Il n'en a pas eu. Les enquêteurs passent donc au second mensonge et veulent entendre le détail de son emploi du temps le soir de sa réunion au bureau du shérif. Nouveau changement de version de la part de Kenneth, qui reconnaît ne pas s'y être rendu. Il dit qu'il a travaillé jusqu'à 18h30. Il est rentré chez lui, a mangé un morceau, puis est revenu dans les locaux de Whatcom Security pour remplir de la paperasse qu'il avait en retard, avant de rentrer chez lui définitivement cette fois-ci. Les policiers écoutent ce que raconte Kenneth Bianchi, mais ils ont un gros problème. C'est un énorme changement de version, comme s'il voulait adapter ses propos afin de ne pas être mêlé à la disparition des 2 jeunes femmes. Les enquêteurs se tournent alors vers le patron de Whatcom Security et lui partagent l'adresse d'une maison au 334 Bayside Road à Bellingham. Le patron explique qu'il a eu un appel de la part d'un client pour des contrôles réguliers pendant son absence et la mission a été confiée à Kenneth Bianchi. Les enquêteurs traversent la ville pour se rendre tout au sud, au 334 Bayside Road. Là, ils découvrent la propriété dont Bianchi devait se charger de la surveillance. C'est une maison totalement isolée, entourée de grands arbres qui obstruent la vue et il est impossible d'entendre quoi que ce soit depuis l'extérieur. Les policiers décident d'entrer pour contrôler l'intérieur de la propriété. S'assurer qu'il n'y a pas de désordre dû à une lutte ou de potentielles traces de sang. Et en faisant un premier tour, il semble que tout soit en place et normal. Pendant l'inspection des lieux, d'autres agents transmettent la description de la voiture des 2 jeunes femmes disparues à des radios locales pour tenter de la localiser. Une stratégie payante, puisqu'en quelques minutes seulement, un habitant de la ville téléphone à la police pour indiquer qu'il sait où se trouve le véhicule. Le 12 janvier à 16h30, les enquêteurs débarquent dans un cul-de-sac situé à environ 1 km de la maison au 334 Bayside Road. De loin, la voiture semble simplement abandonnée ici, vide.
Mais en s'approchant et en contrôlant l'habitacle, les policiers découvrent, sur la banquette arrière, 2 cadavres de 2 jeunes femmes. Ils viennent de retrouver Karen Mandic et Diane Wilder. La police examine le véhicule. Il n'y a pas de traces de sang, manifestement. Il est donc impossible de déterminer si cette voiture est le lieu où s'est déroulé le crime. Mais plus ils observent, plus les enquêteurs sont persuadés que les meurtres ont eu lieu ailleurs. La voiture, avec les cadavres à l'intérieur, a simplement servi à se débarrasser des corps. Autour du cou de chacune des jeunes femmes, il y a des marques profondes de strangulation. L'étranglement qu'elles ont subi a été brutal et fatal. À l'évidence, les 2 victimes ont été rhabillées à la va-vite. Certains de leurs vêtements semblent tachés, mais impossible de déterminer la substance pour le moment. Cependant, les inspecteurs de Bellingham sont sûrs que le mobile du crime est sexuel. Ce double meurtre ouvre une hypothèse terrifiante. Le tueur n'était peut-être pas seul. Pour assassiner 2 jeunes femmes, il faut de la force. Et seule, la tâche peut rapidement se compliquer, voire tourner au désastre pour l'assassin. C'est un lieu où les corps ont été déposés. Alors, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent pour les autorités. Aucune empreinte digitale, pas d'arme du crime, mais il y a un petit mot écrit sur un post-it. Un stylo rouge a été utilisé, et il est écrit « Bayside à 19h ». Et ce mot ressemble comme 2 gouttes d'eau à celui retrouvé par le petit ami de Karen dans son appartement. Seul le message semble changer, et le premier mot relie Kenneth Bianchi à Karen Mandic. Kenneth Bianchi a menti, c'est désormais prouvé. Il est lié à la disparition de Karen Mandic et Diane Wilder également. C'est pour cette raison qu'il est aussitôt placé en état d'arrestation à 17h le 12 janvier. Peu de temps après l'interpellation, Kelly Boyd, la femme de Kenneth Bianchi, avec qui elle a eu un enfant, se présente au poste de police pour comprendre ce qu'il se passe avec son époux. Grâce à elle, les inspecteurs apprennent que Bianchi a suivi sa femme à Bellingham depuis Los Angeles. Les agents décident de lui faire part de la terrible nouvelle. Et Kelly ne peut pas le croire. Elle est sous le choc. Et elle est persuadée que la police se trompe totalement. Ce n'est pas du tout l'homme qu'elle connaît. C'est un excellent père et un très bon mari également. Les enquêteurs profitent de la présence de Kelly pour lui poser quelques questions. Notamment si elle avait vu son époux le soir du meurtre des 2 jeunes femmes. Et Kelly raconte que Kenneth lui avait annoncé se rendre à une réunion du bureau du shérif de Whatcom. Elle dit qu'elle n'a plus de nouvelles jusqu'à son retour à 22h30, ce qui correspond à la fourchette durant laquelle les 2 victimes ont été assassinées. Les inspecteurs demandent à Kelly s'ils ont l'autorisation de perquisitionner le domicile. La femme accepte. Là-bas, les policiers découvrent des objets volés en provenance du magasin Fred Meyer où ils travaillaient, notamment une chaîne de tronçonneuse, un revolver ainsi que des menottes. Un morceau de papier avec le nom de Karen Mandic est également trouvé dans l'appartement. C'est intéressant, malheureusement, ce n'est pas suffisant pour l'inculper du double meurtre survenu quelques heures auparavant. Simplement, il n'est pas possible de le relâcher. Les policiers sont certains qu'il est le tueur. Alors, le procureur décide de gagner du temps et de le mettre hors d'état de nuire en utilisant le vol de matériel dans le magasin pour le garder derrière les barreaux. À présent, il faut creuser. Il faut connaître le passé de cet homme. Comme les enquêteurs savent que leur suspect vient de Los Angeles, ils décident de contacter leurs homologues californiens. Les agents de Bellingham, quant à eux, ignorent qu'ils viennent d'interpeller un suspect qui pourrait s'avérer être l'un des pires tueurs en série des États-Unis. Lorsque les policiers de Los Angeles se rendent à Bellingham pour comprendre les événements, ils découvrent le double meurtre de Karen Mandic et Diane Wilder, ainsi que le suspect, Kenneth Bianchi. Une chose les marque immédiatement. Les meurtres de Bellingham sont assez différents de ceux de Los Angeles. Le seul point commun semble être la nature sexuelle des crimes et la mise à mort par strangulation. Les inspecteurs californiens doutent que Bianchi soit leur homme. Et puis, il y a ce détail. Il est un agent de sécurité. Il est une figure de l'autorité. Souvenez-vous, ce point était déterminant dans l'investigation menée du côté de la Cité des Anges. Cet homme est originaire de Californie également. Finalement, c'est peut-être lui leur homme.
Ils en sont de plus en plus convaincus en réalité. Le permis de conduire de Bianchi est un permis provenant de Californie. Il y a une adresse dessus, le 809 Garfield à Glendale. L'adresse se trouve précisément au beau milieu du terrain de chasse du prédateur aux 10 meurtres. Les policiers retrouvent l'ancienne propriétaire de Bianchi et en discutant avec elle, remontent jusqu'à son ancienne petite amie, Cheryl Kellison. Cheryl, qui n'avait plus de nouvelles de Kenneth Bianchi depuis plusieurs mois, reçoit la visite des agents de police pour lui annoncer que son ancien petit ami est suspecté d'être le terrifiant meurtrier du coin. En discutant avec la jeune femme, les inspecteurs comprennent que les emplacements des corps à Los Angeles correspondent, pour la grande majorité, à des endroits où Bianchi s'est rendu avec Cheryl, ce qui est absolument effrayant. Mais le plus fou, c'est que la mère de Cheryl, Wanda Kellison, avait dénoncé Kenneth Bianchi il y a déjà des mois de cela. Elle était persuadée qu'il était l'étrangleur des collines, et elle avait donc renseigné l'unité spéciale à ce sujet. Des agents avaient été envoyés pour parler à Bianchi, mais l'investigation n'avait pas été plus poussée que cela. Pourtant, ils avaient en face d'eux le suspect numéro 1 dans les meurtres horribles des collines d'Hollywood. Et s'ils avaient creusé ne serait-ce qu'un tout petit peu plus, ils auraient découvert que l'adresse sur le permis de conduire de Bianchi correspondait à l'adresse où habitait Kimberly Martin, et que Cindy Hudspeth vivait littéralement en face de chez Kenneth Bianchi. Cette négligence de la police de Los Angeles a coûté de nombreuses vies. Les enquêteurs sont certains désormais que Bianchi est le Hillside Strangler. Mais qui est son complice ? Parce que oui, que ce soit du côté de Bellingham ou Los Angeles, les forces de l'ordre sont persuadées qu'il n'était pas seul. Alors, les policiers fouillent dans le passé de l'homme. Ils découvrent qu'il est né à Rochester, qu'il a été adopté, que son enfance était difficile et qu'après avoir échoué à l'université, puis à entrer dans la police, il a décidé de déménager en Californie pour rejoindre son cousin Angelo Buono. Les enquêteurs ne trouvent aucune piste dans le passé de l'homme, et il y a un procès qui approche à grands pas. Il faut consolider le dossier à charge contre Kenneth Bianchi, et pour ça, il faut des preuves. C'est dans la maison du 334 Bayside Road à Bellingham que les enquêteurs vont faire des découvertes décisives, notamment dans les escaliers menant à l'étage de la maison. Il y a un cheveu appartenant à Karen Mandic qui est collecté par la police scientifique. Cela prouve donc la présence de la jeune femme dans cette maison avec laquelle elle n'avait pourtant aucun lien. Mais surtout, des poils pubiens appartenant à Kenneth Bianchi ont été découverts, toujours dans cette maison, mais également sur les vêtements de Diane Wilder, à l'intérieur de la voiture où les deux cadavres gisaient. Malheureusement, le médecin légiste n'est pas parvenu à démontrer s'il y avait eu une agression sexuelle. Mais la police est confiante, Bianchi est relié au meurtre. La préméditation est quasiment démontrée également, avec ce piège tendu à Karen et Diane. L'accusé aura fort à faire pour s'en sortir lors des audiences. Lors du procès, le procureur recommande la peine de mort à l'égard de Kenneth Bianchi. Sauf que sa défense est bien rodée. D'après lui, au moment des meurtres, il n'était pas conscient de ce qu'il faisait à cause d'un état psychiatrique instable. Et comme dans sa jeunesse, il y a eu de multiples rapports de la part des écoles signalant des problèmes d'ordre psychologique, mais que sa mère n'a jamais voulu soigner, l'avocat de la défense utilise cette stratégie pour éviter la prison à son client. Et s'il parvient à le démontrer, Bianchi sera envoyé dans un établissement spécialisé pour être traité, puis réhabilité. C'est une issue absolument inimaginable pour l'accusation qui souhaite l'envoyer sur la table d'exécution. Des experts se sont penchés sur le cas de Bianchi, et d'après eux, il subirait effectivement des troubles dissociatifs de l'identité. Il y aurait une autre personnalité au fond de lui qui s'appellerait Steve, et c'est ce Steve qui serait l'auteur des meurtres. Mais ces experts sont ceux mandatés par la défense, qui a bien sûr choisi des personnes très convaincues par ce trouble dissociatif de l'identité. C'est donc le juge qui mandate un expert indépendant et impartial pour trancher. Ces conclusions sont très mauvaises pour l'accusation, parce que Kenneth Bianchi n'est pas apte à être jugé du fait de son état mental et de son trouble dissociatif de l'identité, d'après lui. Steve existe vraiment.
Il est un véritable démon prêt à tuer, et il se fiche bien que ce soit contre la loi. En face, l'accusation a demandé une contre-expertise, qui explique que Bianchi est tout à fait conscient de ce qu'il fait, qu'il n'a aucun trouble mental, et qu'il est simplement en train de feinter tout le monde. L'expert psychiatrique de l'accusation passe volontairement après tout le monde pour démontrer son propos. Avant lui, les précédents médecins ont utilisé l'hypnose pour faire ressurgir Steve, l'autre identité de Bianchi. L'expert de l'accusation réussit à démontrer que toutes les réactions de Bianchi sous hypnose sont surjouées, simulées, et qu'elles ne correspondent pas à des comportements normaux et répertoriés de personnes sous l'emprise d'une hypnose. Mais la décision finale revient au jury populaire, qui va devoir se pencher sur tous les entretiens qu'a passé Bianchi pour se faire une idée. Les enquêteurs, quant à eux, sont convaincus que l'accusé fait tout pour éviter la prison. Et durant les entretiens avec les psychiatres, alors qu'il avait adopté la personnalité de Steve, Bianchi a donné un nom, Angelo Buono, son cousin. Il explique qu'il a tué au moins 5 filles à Los Angeles, et ses dires sont très précis. Il détaille des moments des meurtres dont seul le ou les tueurs pouvaient avoir connaissance. En faisant cela, Bianchi espère réussir à détourner l'attention de lui et prouver qu'il n'est pas apte à être jugé. Les policiers, quant à eux, obtiennent enfin le nom d'un deuxième suspect. Les enquêteurs découvrent que lorsque Bianchi a débarqué chez son cousin, Angelo Buono, celui-ci lui a offert un travail dans son magasin. Puis, rapidement, les deux hommes ont envisagé de mettre sur pied une société d'escorte. Pour ça, ils avaient besoin de filles. C'est là qu'entrent en jeu Sabra Hanan et Rebecca Spears. Elles doivent être les premières escortes de cette nouvelle entreprise. Sauf que, rapidement, cet emploi se transforme en cauchemar. Les deux jeunes femmes sont forcées de se prostituer dans un local aménagé par Bianchi et Buono à Los Angeles. Là-bas, il y a de quoi boire, manger et surtout des chambres pour que les hommes puissent passer du temps intime avec les filles. Ce local n'accueille pas n'importe qui. Ce sont des officiels qui se présentent régulièrement. Un ancien chef de la police, des hommes politiques, des riches hommes d'affaires, il y a énormément de personnes influentes. Les enquêteurs perçoivent Sabra Hanan et Rebecca Spears comme le moyen de faire tomber Angelo Buono. Malheureusement, les deux femmes ont été forcées de se prostituer avant les meurtres et ne peuvent pas aider la police sur ce point. Les forces de l'ordre décident donc de mettre sous surveillance Buono. Mais là encore, cela ne donne rien. C'est Bianchi qui délivre les meilleures informations sous ses multiples personnalités. Le duo aurait décidé de commencer à tuer pour simplement connaître la sensation d'ôter la vie à un autre être humain. Avant cela, aucun des deux ne serait déjà passé à l'acte, et cette version concorde. D'après Bianchi, c'est lui qui aurait tué en premier Yolanda Washington, et son cousin, la deuxième victime, Judy Miller. Il détaille ensuite qui est à l'origine de quel meurtre, et la police décide que finalement, les aveux de Kenneth Bianchi sont suffisants pour inculper Angelo Buono. Cette décision est très dangereuse. Parce que dans le cas où Bianchi ne serait pas reconnu apte à être jugé, Buono serait quant à lui libéré dans la foulée. Mais plus la police attend, plus Buono risque de couvrir ses traces. Et il faut l'inculper au plus vite, ce qui est fait. La maison d'Angelo Buono est perquisitionnée dans la foulée. Des empreintes digitales sont recherchées, mais tout le logement est entièrement propre. La police ne trouve aucune empreinte digitale, ce qui est absolument impossible. Buono vient de nettoyer entièrement tout son domicile de fond en comble au nez et à la barbe des forces de l'ordre. Tout est propre, rangé au millimètre, c'est presque effrayant. Pourtant, les policiers sont certains que des meurtres se sont déroulés ici. Buono tient un magasin de personnalisation de voitures. Il a donc beaucoup de cordes, de câbles électriques, et ce type de matériel, c'est ce qui a été utilisé lors des meurtres. Sans preuve, il faut relâcher le suspect qui reste donc libre. Une ultime stratégie est donc employée par le procureur pour s'assurer que les deux tueurs finissent bien en prison. Un accord est proposé à Kenneth Bianchi. S'il avoue les meurtres qu'il a commis à Bellingham et Los Angeles, en donnant le maximum de détails, puis qu'il témoigne contre son cousin Angelo Buono, alors la peine de mort ne sera pas requise contre lui. Il sera simplement enfermé à vie en prison.
C'est précisément ce que souhaitait la défense, sauver la vie de Kenneth Bianchi, qui accepte évidemment cet accord du procureur. Le 19 octobre 1979, l'accord est signé entre l'accusé et le bureau du procureur, et puis Bianchi plaide finalement coupable devant la cour. Le même jour, Buono est inculpé des meurtres de Los Angeles et placé en état d'arrestation. Le 16 novembre 1981, c'est au tour d'Angelo Buono de passer devant un tribunal. Ce qui va permettre de l'enfermer ou non, c'est le témoignage d'un autre tueur, son cousin Kenneth Bianchi. Le problème avec ce témoignage, c'est que Bianchi a déjà démontré par le passé qu'il était un mythomane en plus d'être un assassin. Comment faire confiance à une telle personne de la part du jury ? Après tout, il n'y a aucune preuve directe contre Angelo Buono, mais une tonne contre Kenneth Bianchi. Et s'il voulait simplement faire tomber un innocent avec lui ? L'accusation passe de longues heures à démontrer que certes, Bianchi est un menteur, mais même les menteurs ne racontent pas des mensonges à longueur de temps, et ils peuvent dire la vérité. Si Buono n'était pas impliqué, Bianchi n'aurait aucun intérêt à le mêler à cette histoire sordide. Il aurait nommé quelqu'un d'autre. Et si l'accusé était innocent, il devrait avoir des alibis pour les meurtres dont l'accuse Bianchi. Mais il n'en a aucun. La clé est de préserver la valeur de la parole de Bianchi à l'égard du jury à tout prix. Ce n'est que de cette manière que Buono tombera. Mais il y a également des preuves matérielles indirectes. Souvenez-vous, sur le corps de Lorraine Wagner, des fibres avaient été retrouvées piégées dans la colle du ruban adhésif qui avait été appliqué sur elle. Ces fibres correspondent à un tapis se trouvant chez Angelo Buono, ainsi que son fauteuil. Ce n'est pas une preuve directe, puisque n'importe qui d'autre pourrait posséder un tel tapis et un fauteuil, mais cela reste incriminant, parce que cela corrobore la version de Bianchi, qui devient de plus en plus crédible aux yeux du jury populaire. C'est au cours du mois de novembre 1983 que le verdict décisif s'apprête à tomber concernant Angelo Buono. L'accusé est reconnu coupable de 9 des 10 meurtres avec préméditation. Seul le cas de Yolanda Washington ne lui est pas attribué, parce qu'elle n'a jamais été amenée à la maison de l'horreur d'Angelo Buono. Buono échappe également de justesse à la peine de mort. Le témoignage de Bianchi étant parfois flou, le jury n'a pas opté pour la mise à mort. Mais Angelo Buono ne ressortira plus jamais de prison. Il meurt d'ailleurs le 21 septembre 2002 d'une crise cardiaque au fond de sa cellule. Kenneth Bianchi est toujours incarcéré et purge sa peine d'emprisonnement à vie. Lui non plus ne goûtera plus jamais à la liberté. Certaines personnes pensent encore aujourd'hui que Kenneth Bianchi est innocent. Il était atteint de troubles et c'est sa seconde personnalité, Steve, qui aurait commis les meurtres. Désolé de te couper, cogiteur, je ne sais pas si c'est sa seconde personnalité qui a commis les meurtres ou lui en pleine conscience, mais ce qui est certain, c'est qu'en plus de ne pas être tout seul dans sa tête, il n'était pas non plus le seul à Los Angeles à cette époque qui a tué de nombreuses personnes. Et si, comme je vous le disais en début de vidéo, dans les années 70-80, il ne faisait pas bon être une prostituée à Los Angeles, il ne faisait pas non plus bon être un jeune garçon faisant du stop. Parce que, presque en même temps que Kenneth Bianchi, un autre tueur en série s'est vissé dans la même zone, le Freeway Killer ou tueur de la route. Et pour ceux qui veulent découvrir cette autre affaire, je vous donne rendez-vous sur ma chaîne. Voici pour l'atroce affaire des deux cousins tueurs en série. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, écrivez cousin en commentaire. Merci encore à Rafu d'être passé. N'oubliez pas d'aller vous abonner à sa chaîne, le lien est en description. Et allez sur sa chaîne parce qu'il se peut que j'y sois aussi. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié notre récit. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne cette fois-ci. On se retrouve dimanche prochain et je vous remercie de m'avoir regardé. Et je vous dis à très vite. Bye.